Bonjour à toutes et à tous et bonne année. Nous sommes passés de l'an 2015 à 2016 et avec lui son lot de résolutions. Mais le temps de 2015 à 2016, c'est quoi exactement pour nous? Je veux dire, le temps en général, c'est quoi? Logiquement, quand je vous parle de temps, vous regardez votre montre, vous me dites l'heure et presto! Là, le temps est utile, utilisable et me permet de savoir à quelle heure j'ai rendez-vous avec le barbier. Notre façon de mesurer le temps est probablement apparue dès l'Égypte antique. On essayait de séparer via des cadrans solaires nos journées en environ 10 morceaux à l'époque. Depuis là, on a évolué notre façon de mesurer le temps en 12 heures puis en 24. Mais même sans le mesurer, nos ancêtres utilisent depuis la nuit des temps le concept du jour, de la nuit et des saisons pour savoir quand manger, bouger, chasser, dormir. Mais vous savez tous que notre concept du temps n'est pas qu'avec cette planète. Et avec ce système solaire, avec ce soleil, je veux dire que pour nous, une journée dure 24 heures, alors que sur Jupiter, l'équivalent est de 9,24 heures. Et encore sur Vénus, c'est 243 heures. Et là, je ne vous parle que de jours, c'est-à-dire de la rotation d'une planète sur elle-même. Mais il y a encore l'orbite qu'il faut prendre en compte. Dans le cas de Neptune, par exemple, on prendra 165 ans pour faire l'orbite complète autour du Soleil, mais pour Neptune, ça lui équivaudra à une année. Mais donc logiquement, ça veut dire qu'un être humain sur Mars et un autre sur la planète Terre vieilliront exactement de la même manière. Non? Correct? Eh bien, en tout cas, c'est ce que pensait Isaac Newton. Lui, il pensait que l'espace et le temps étaient absolus. Comme si l'univers avait une horloge, universelle. Et que le temps et l'espace étaient le théâtre sur lequel se déroulaient tous les événements de l'univers. Alors selon lui, peu importe l'endroit où tu étais dans l'univers, tu verrais exactement la même chose qu'un autre observateur, disons sur Jupiter ou encore sur une autre galaxie. Et cette théorie de Isaac Newton était la norme pendant près de 150 ans, jusqu'à ce que Einstein vienne en 1905 avec sa théorie de la relativité. Einstein nous dit que puisque toutes les choses que nous voyons dans l'univers nous parviennent à une vitesse de 300 000 km/s, c'est-à-dire la vitesse de la lumière, alors deux observateurs dans deux galaxies différentes, par exemple, ne verront pas du tout la même chose, étant donné que leur vision est faussée par cette vitesse maximale. Et en effet, la nuit, quand vous regardez le ciel et les étoiles, il y a certains qui sont déjà peut-être morts, mais leur lumière nous parviennent toujours. Regardons la chose comme Einstein l'a vu. Nous ne pouvons pas voir l'univers d'un point de vue omniscient tel un dieu. On ne peut pas comparer notre point de vue avec d'autres observateurs. Toutes les informations que nous recevons viennent via la lumière, mais la lumière nous parvient à une vitesse maximale de 300 000 km/s. Le résultat est donc une vision de l'univers relatif à notre point de vue physique dans cet univers et que la dilatation temporelle est possible. Une vidéo l'explique assez bien sur YouTube avec London City Girl qui nous explique cette formule. La vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Et remplaçons cette vitesse par celle de la lumière, soit 300 000 km/s. Si on augmente la distance parcourue par la lumière, eh bien il faudrait aussi augmenter le temps pour que la vitesse de la lumière reste constante. C'est ce qu'on appelle la relativité spéciale. L'expérience des miroirs à photons est assez bien pour vous expliquer cela, mais je vous laisse aller regarder la vidéo si vous voulez plus d'approfondissement sur le sujet. Et là, on a presque toutes les cartes en main pour répondre à la question initiale sur le vieillissement d'un homme sur Mars et d'un autre sur la planète Terre. Et c'est la relativité générale qu'il faut maintenant regarder. Pour simplifier cette idée, je propose de prendre le vide de l'espace et de le remplacer par de l'eau. Maintenant, si on place une planète dans cette eau, la planète va repousser l'eau et l'eau va essayer de prendre la place de la planète en appuyant dessus dans toutes les directions. C'est comme ça qu'Einstein explique la gravité, comme quoi l'espace n'est pas un vide parfait, mais qu'il a des propriétés malléables. Dû à ce fait, la planète va effectivement plier l'espace-temps autour de lui, changeant les effets de la lumière autour du corps lui-même. Donc si on prend en compte que l'espace-temps est plus plié, plus le corps est massif, on va devoir effectivement augmenter la distance que la lumière doit traverser pour atteindre la planète. Si vous avez suivi jusqu'à maintenant, on peut effectivement répondre à notre question initiale et on va vieillir un peu plus rapidement sur Mars que sur la Terre, étant donné que Mars est moins massif. Mais Mars, c'est de la rigolade. Regardons maintenant un trou noir. Le corps céleste est si massif et si lourd qu'il augmente constamment la distance que la lumière doit traverser pour atteindre son centre, son noyau, sa
singularité. Dans Interstellar, excellent film d'ailleurs, nos protagonistes doivent d'ailleurs visiter une planète proche d'un trou noir. Ils sont si proches qu'une heure passée sur la planète équivaut à 7 ans sur la Terre. Ce qui nous amène au sujet génial du voyage temporel. Plein de films et plein de livres en ont déjà parlé, mais est-ce réellement faisable? Eh bien oui, si on remplace Jupiter par un trou noir et qu'on s'approche de Jupiter, et qu'on revient sur la planète Terre, si on rentre pas dans la ligne d'horizon du trou noir, en effet, on aura vieilli plus lentement que des personnes sur la planète. Malheureusement, le trou noir connu le plus proche de nous, nommé V4641, est à 1600 années-lumière de la Terre. Donc utiliser la gravité d'une autre planète ou d'un autre corps ne sera pas assez pour qu'on aille dans le futur. Mais il existe toujours la relativité spéciale. Plus on accélère, plus on s'approche de la vitesse de la lumière, plus on pourrait aller dans le futur. Sur le sol, Andy Green a atteint les 1200 km/h en 1997 dans le désert du Nevada. Dans les airs, un pilote a effectivement atteint les 7274 km/h, ce qui équivaudrait au Mach 6.72. Mais le plus étonnant reste les véhicules construits pour le voyage spatial. Apollo 10 a effectivement atteint les 39 847 km/h. Mais rappelez-vous que la lumière voyage à 1,80 milliard de kilomètres/heure. Donc même si les astronautes ont peut-être moins vieilli que nous, c'est absolument rien, c'est quelques microsecondes sur toute une vie. Pour conclure, nous sommes peut-être loin de voyager dans le futur, mais j'ai une bonne nouvelle pour toutes les petites personnes. Plus vous êtes proche du centre de la planète, moins vite vous vieillirez que quelqu'un qui est plus grand que vous. Donc soyez heureux d'être petit, soyez heureux d'être vous, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée, et au revoir.